Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez évidemment chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui digèrent les tensions politiques et géopolitiques du week-end, le regain de tensions géopolitiques du week-end après ces attaques de l'Iran contre Israël. On notera qu'il n'y a pas de tension supplémentaire à signaler sur les marchés globaux à ce stade. Et quand je dis pas de tension supplémentaire, c'est que un certain nombre de compartiments s'étaient déjà tendus bien avant les attaques de l'Iran contre Israël. Je parle notamment des taux, du dollar ou encore des matières premières. La volatilité des marchés était déjà remontée tout au long de la semaine dernière. Et les marchés donc trouvent plutôt une forme d'équilibre en ce début de semaine avec des actions qui sont même positives, qui rebondissent en Europe et des taux longs qui continuent de monter. Le 10 ans américain a atteint 4,65% et même un peu plus au cours de cette séance. Le 2 ans américain est venu chercher à nouveau le niveau des 5%, alimenté notamment par des considérations macroéconomiques toujours solides en provenance de l'économie américaine. Dernier exemple en date, ce sont les ventes au détail pour le mois de mars, dont le chiffre global ressort largement supérieur aux attentes, plus 0,7% et même ajusté de l'inflation, on peut constater que les ventes au détail restent somme toute solides côté américain, avec un mois de février qui a même été révisé à la hausse de manière assez significative. Des taux donc qui continuent de douter des marges de manœuvre de la Réserve fédérale américaine pour baisser ses taux directeurs, en tout cas dans un avenir proche. Ce sera et ça reste un sujet de discussion évidemment pour les marchés et pour les investisseurs. Nous en parlerons avec nos invités dans quelques instants et dans le dernier quart d'heure, nous nous focaliserons sur le facteur emploi. Comment est-ce que ce critère peut être utilisé pour bâtir des stratégies d'investissement? Ce sont les équipes de Talent Gestion qui seront avec nous pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse et Julien Fauvel, notamment gérant et associé chez Talent Gestion, qui sera notre invité à partir de 17h45. Avant d'accueillir nos invités de Planète Marché, les infos clés du jour sur les marchés en ce début de semaine, c'est avec Pauline Gratel. La bourse de Paris et l'ensemble des bourses européennes rebondissent ce lundi avant une semaine chargée en résultats d'entreprise pour le premier trimestre. Le CAC 40 gagne plus de 1,30% et repasse au-dessus des 8100 points. Mais les investisseurs ont surtout les yeux rivés sur la situation géopolitique au Moyen-Orient après la frappe de l'Iran contre Israël ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, Téhéran a envoyé 300 drones et missiles vers Israël qui en a neutralisé la quasi-totalité. Il n'y a pas eu de pertes humaines et les effets de cette attaque sont à ce stade invisibles sur le marché du pétrole. Le baril de Brent est même en léger repli. Il est repassé sous la barre des $90. Sur les marchés actions, l'indice VIX, après sa remontée de la semaine dernière, se stabilise en dessous du niveau de 17. Sans surprise, les valeurs du secteur de la défense sont recherchées. Dassault Aviation, Thales et Safran sont en hausse aujourd'hui. Enfin, du côté des marchés obligataires, on notera que les taux longs poursuivent leur ascension avec un 10 ans américain à plus de 4,60, toujours soutenu par une économie américaine plus résiliente que prévu. Les ventes de détail américaines augmentent ainsi plus que prévu en mars de 0,7%. Les chiffres du mois de février ont été revus à la hausse à plus 0,9%. Côté entreprise, les investisseurs ont pris connaissance des résultats de Goldman Sachs pour le premier trimestre, qui dégage un bénéfice en hausse de 28% sur la période, de plus de 4 milliards de dollars, contre 3,2 milliards un an auparavant. Le titre est en hausse de plus de 4% à l'ouverture de Wall Street. Dans les autres actus des entreprises, Samsung détrône Apple en termes de ventes sur le premier trimestre. Samsung fait état de plus de 60 millions de ventes, Apple 10 millions de moins selon le cabinet IDC. Les livraisons d'iPhone ont chuté de 10% sur la période. Apple est en baisse à l'ouverture de Wall Street. Tesla annonce le licenciement de 10% de son personnel dans le monde en raison de la chute de ses ventes selon une note interne consultée par Reuters. Le titre Tesla était en baisse de 2% à l'ouverture.
Agenda chargé demain. Côté entreprise, les investisseurs attendent les chiffres d'affaires de LVMH demain soir après la clôture. Avant cela, les investisseurs auront pris connaissance des résultats du premier trimestre de Morgan Stanley, de Bank of America et de ceux de Johnson & Johnson. Du côté macro, le PIB chinois pour le premier trimestre sera sur le devant de la scène. Les investisseurs attendent également la publication de la production industrielle aux États-Unis pour le mois de mars et de l'indice ZOO allemand pour avril. Enfin, plusieurs responsables de la Fed vont s'exprimer cette semaine, dont Jérôme Powell, son président. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché en ouverture de Smart Bourse sur Bismart avec Pauline Gratel. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Bazichir est à nos côtés, le président d'Equity GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Anthony Morlet-Lavidali de nous accompagner également. Bonsoir Anthony. Bonsoir Grégoire. Vous êtes économiste au pôle macro-conjoncture de Rexecode et François Chollet est avec nous également. Bonsoir François. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur général de Montségur Finance. Les marchés et le risque géopolitique, c'est une histoire qui revient régulièrement. On sait que les marchés sont souvent quand même réticents à pricer des risques extrêmes de queue de distribution et le risque extrême d'un embrasement généralisé de la région du Moyen-Orient semble à ce stade être contenu. Néanmoins, il faut quand même se poser la question des points de vigilance qu'on peut avoir sur cette situation, et notamment quand on se place dans la sphère macroéconomique et financière. Anthony, est-ce qu'il est légitime de voir des réactions de marché assez muettes à ce stade par rapport à ce qui s'est passé ce week-end, et comment est-ce qu'on réfléchit au risque éventuel que la situation ou qu'une escalade plus prononcée encore de la situation au Moyen-Orient pourrait faire peser sur l'économie mondiale ? Alors effectivement, on s'attendait à ce qu'il y ait une réponse quand même iranienne. Une fois que, depuis que le consulat à Damas a été bombardé par Israël, mécaniquement, on s'attendait à ce que les Iraniens répondent. Globalement, c'est une réponse plutôt mesurée. Il n'y a pas eu de dégâts massifs, donc évidemment, dans ce contexte, pas d'embrasement, et c'est un peu normal que les marchés réagissent plutôt bien, ou en tout cas soient muets à cette opération. Maintenant, il va falloir vérifier, ou en tout cas regarder de près la réponse potentielle d'Israël. Il est peu probable qu'Israël frappe directement l'Iran. En revanche, il faut regarder notamment la frontière libanaise où Israël pourrait renforcer son assaut, notamment sur le Hezbollah. Et ça pourrait créer un petit peu plus de tension. Donc c'est à surveiller, mais pour l'instant, pas de risque majeur au sens de déroute sur les marchés à ce stade. Bon. Et sur les actifs qu'on regarde généralement quand il s'agit du Moyen-Orient, à savoir le pétrole, comment on mesure le risque, effectivement, d'une prime de risque géopolitique qui pourrait venir s'installer encore plus sur un actif comme le pétrole ? Il faudrait que la situation se durcisse vraiment en Iran pour qu'on commence à avoir potentiellement des petites émulsions sur le prix du pétrole. Pour l'instant, c'est absolument pas le cas. Il y a des pays qui pourraient en profiter, comme la Russie, par exemple. On sait que sous embargo, elle ne peut pas vendre son pétrole au même prix que le reste du marché. Il est vrai que s'il y avait une montée du cours du pétrole, elle serait pas réticente à cela, parce que ça permettrait de renflouer un peu les caisses, parce qu'on n'en parle pas assez, mais la Russie financièrement a quand même pas mal de difficultés. On voit que l'excédent courant notamment a tendance à fondre. Donc il y a des pays comme ça qui auraient intérêt à ce que le prix monte un petit peu. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas vraiment d'embrasement côté iranien, peu probable qu'on voit un baril s'envoler ou tutoyer les 100 par exemple. Ouais. Bon, François, cette situation d'escalade, de tension, sans impact, encore une fois, sur les marchés globaux à ce stade, comment vous regardez ? La lecture des marchés, ou la réponse en tout cas qu'on peut lire sur ce qui s'est passé sur cette séance d'ouverture après ce week-end effectivement assez anxiogène a priori sur l'escalade de l'Iran, c'est simplement qu'aujourd'hui c'est sous contrôle, que la riposte était à peu près attendue, qu'elle a été relativement bien maîtrisée. C'est même à se demander si c'était pas une riposte calibrée pour juste faire plaisir aux Iraniens sans aller surexciter les parties en face. Donc en tout cas la lecture des marchés c'est celle-là, c'est de dire que c'est sous contrôle américain et que a priori on va en rester là pour l'instant. Si tel est le cas, la réponse, elle est bien... tout à fait pertinente. Ça va dans le bon sens. Après, ce qui me paraît, moi, tout aussi important, c'est considérer les chiffres qui sont publiés là, qui sont extrêmement solides sur la croissance américaine. Ah oui. Et eux, en
parle d'ailleurs d'un pays qui est l'un des plus grands exportateurs de pétrole, les États-Unis, qui sont aussi bénéficiaires des tensions sur le pétrole. Mais globalement, le plus impressionnant, c'est que l'acquis de croissance qu'on a bien vu au dernier trimestre 2023 aux États-Unis est en train de porter une économie américaine qui ne faiblit toujours pas. C'est bien ça qui fait les mouvements de marché, y compris aujourd'hui sur cette séance. Exactement. Je me souviens qu'en fin d'année, on anticipait des croissances à 1,5 sur les États-Unis 2024. On démarre cette année sur des chapeaux de roue et déjà le consensus s'est ajusté à plus de 2%. Je crois qu'on va être à 2,5% pour dire que finalement, de ralentissement, il n'est toujours pas visible au premier trimestre 2024, malgré les taux d'intérêt que nous avons avec la Réserve fédérale. Et donc, le vrai sujet qui va nous animer maintenant, c'est le discours de ces banquiers centraux. Est-ce qu'ils vont attendre que l'inflation soit maîtrisée au niveau qu'ils avaient annoncé, ou bien se dédire de leurs paroles et commencer à baisser les taux avant même que les chiffres de l'inflation soient ramenés au niveau qu'ils avaient annoncé. C'est a priori là aussi ce que le marché a l'air de bien vouloir anticiper. Si l'on regarde ce qui se passe, notamment sur le 10 ans américain, à 4,60 ce matin, c'était un niveau significatif, et le 2 ans à 5%. Mais on voit bien que ça va se jouer sur quelque chose on va dire, d'anticipation des réserves fédérales par rapport à cette courbe des anticipations d'inflation. Et ça, c'est pas évident à lire. Et donc, on va être évidemment à scruter de manière pointue ce qui va être dit par la réserve fédérale. Mais on voit bien que le consensus attend aujourd'hui plus de baisse de taux côté européen en 2024, en point de base, que sur l'économie américaine. C'est quasiment du simple au 12. On est à peu près à 100 points de base sur l'Europe et simplement 50 sur les États-Unis. Donc c'est aussi la lecture que nous donne le marché. Le dollar qui remonte à 1,063 ou 4 aujourd'hui, ça montre bien que le marché anticipe que le différentiel de taux court entre les deux devises se réduisent. D'accord avec l'idée que le facteur géopolitique pour les marchés, pour la sphère économique, est résiduel aujourd'hui, Gilles ? Et que ce qui compte, c'est effectivement les fondamentaux économiques du point de vue notamment des politiques monétaires. Oui, c'est souvent le cas, car il est compliqué de donner des probabilités d'occurrence élevées à des risques par définition catastrophiques. Donc, alors il y a des façons de se hedger, de se protéger contre cela, bien sûr, mais au global, il est compliqué de faire d'un scénario catastrophique un scénario central. De toute façon... Au démarrage de la guerre, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y avait eu quand même la montée du risque nucléaire. On a vu pas mal de notes de recherche. Et je me souviens, c'était pas une boutade, mais c'était une note de broker américain sur un scénario de crise nucléaire totale qui, pour matérialiser sa recommandation d'investissement, disait « mais si c'est la guerre nucléaire, achetez des actions ». Enfin, je veux dire, à un moment, ça n'a tellement pas de sens que, de toute façon... Donc et il est assez fréquent qu'en réalité, qu'on ait des rebonds, quand il y a des déclenchements d'événements qui avaient été un tout petit peu craints. Ce qui s'est passé un petit peu là. Voilà. Bon, maintenant, alors après, il faut intégrer le rebond d'aujourd'hui avec la baisse de la fin de semaine dernière. Oui. Et puis un rebond qui s'est un peu amoindri quand même au fur et à mesure de la remontée des taux américains, d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, c'est quand même heureux que ces poussées d'angst, de peur se résolvent et puis soit deviennent quelque part un bruit de fond sous-jacent avec une réalité de risque géopolitique dont on peut penser qu'il est en train de croître structurellement à moyen terme, mais encore une fois, on peut baser aucun scénario central sur la matérialisation d'un tel ou d'un tel de ces risques. Petite parenthèse d'ailleurs sur le secteur des valeurs de la défense, notamment, alors portée évidemment depuis 2 ans et plus de 2 ans maintenant par cette montée structurelle du risque géopolitique, comme vous dites, Gilles. D'un point de vue boursier, c'est un secteur qui reste attractif, pertinent. Alors nous, on a un rating faible.
de médiocre à faible sur le secteur maintenant, après sa hausse. Ouais. À l'exception peut-être de 2 ou 3 valeurs dont le United Technologies aux États-Unis, qui est une énorme valeur dans le secteur, mais également Dassault Aviation et Leonardo. D'accord. En Europe. Mais à l'exception de ces 3 valeurs, on a beaucoup de ratings faibles qui reflètent quoi, des valorisations déjà riches. Le fait que il y a eu des hausses de cours bien supérieures aujourd'hui à ce stade à la hausse à la fois de la réalité des résultats ou des performances économiques plus largement des entreprises, mais également supérieure aux anticipations à court terme qu'on peut avoir. Après ça, bien sûr, c'est un petit peu la bouteille à l'encre. Si on avait une poursuite de matérialisation de risques géopolitiques, il se pourrait très bien que le secteur devienne très cher et donc continue de monter. Ça, bien sûr. Mais en l'absence de ça, on est quand même loin des plus bas sur ce secteur. Oui. Et donc, c'est matérialisé à donc des ratings médiocres ou faibles, à l'exception de ces 3 valeurs. Bon, une manière de regarder aussi le secteur, c'est de voir les budgets de défense demain, j'imagine, Anthony, avec potentiellement aussi un avant-après 5 novembre. Je parle bien sûr de l'élection américaine et des budgets de défense, notamment en Europe, qui font partie des budgets pour lesquels la tendance structurelle sera à la hausse. Il n'y a pas de doute là-dessus. Complètement. Ouais. On le voit en France, mais on le voit également en Allemagne, qui était quand même un petit peu le dernier de la classe de ce point de vue-là, avec sa plus grosse valeur qui est Rheinmetall, qui fait plus de 150%. Enfin, donc on voit bien que la commande publique va jouer un rôle majeur pour le secteur. Et il est évident que ça va doper les résultats. Et puis je pense que ça, c'est structurel, comme on le disait. C'est-à-dire qu'on est rentré dans une phase où on a quand même des tensions géopolitiques qui sont exacerbées un peu partout, entre les États-Unis et la Chine, au Proche-Orient, entre la Russie et l'Ukraine. On en a vraiment, ça se multiplie et on apprend à vivre avec ça. Les marchés apprennent à vivre avec cela. Bon, et investir dans la dépense, c'est de la croissance pour demain ? Non mais blague à part, il y a des multiplicateurs importants. Si c'est de la dépense publique qui doit initier effectivement l'augmentation de ces budgets de défense, c'est un potentiel de croissance en plus pour des économies qui y participeraient ? Alors c'est amusant quand on regarde les études justement sur les dépenses militaires, on a plutôt tendance à observer des multiplicateurs élevés, ça c'est vrai. Alors il faut faire attention, parce qu'il y a des études qui trouvent des signaux un peu contraires, mais en moyenne, c'est plutôt ça. Et il faut voir également qu'il y a une autonomie stratégique à avoir impérativement en Europe. On a vu qu'on a été quand même trop longtemps, on a sous-budgété le militaire. Il est quand même important, ne serait-ce que d'un point de vue de la souveraineté, de regagner un peu de marge de manœuvre, notamment si les États-Unis passent côté républicain, où là, probablement, l'Europe sera un peu moins protégée, ou en tout cas sera un peu plus livrée à elle-même. Et là, il faudra qu'elle soit en capacité de développer capacité militaire plus importante. C'est pas un univers boursier qui est forcément très large et très profond, mais est-ce que des valeurs de défense, et il y en a quand même plusieurs en Europe et en France, est-ce que ça devient aujourd'hui des valeurs stratégiques, des actifs fonds de portefeuille, comme on dit, plus que ça, des actifs François ? de croissance. En fait, de croissance. On a la chance d'avoir un des fonds de croissance Europe qui marche le mieux, notamment depuis le début de l'année. Il est porté par 4 grandes méga thématiques. Alors, on va retrouver les choses que vous imaginez bien. La tech, évidemment. On va retrouver la santé, au travers des grandes entreprises de santé européennes. On va retrouver effectivement la conso discrétionnaire avec le luxe, etc. Mais la défense, aujourd'hui, c'est plus de 10%, c'est entre 10 et 15% du portefeuille. Et on les conserve. Parce que ce sont 2 nouvelles tendances de croissance durable sur ces portefeuilles-là. Sur notre thématique dividende, qui est une thématique un peu moins croissance, malgré tout, on a trouvé aussi judicieux de mettre des valeurs de défense et elles contribuent largement aux performances depuis le début de l'année. Ce qui est assez intéressant, c'est que souvent la croissance, elle est plus volatile. Et quand on met la défense, la tech, la santé et la conso discrétionnaire, tout ne marche pas en ce moment. La preuve, le luxe qui patine un peu depuis quelques trimestres, mais on voit bien que c'est très équilibré et qu'on a des séances assez équilibrantes sur ces 4 thématiques-là, avec de la performance qui est générée de manière assez régulière. Donc c'est assez intéressant et on peut se diversifier dans le style croissance, il y a de la diversification à aller chercher. C'est pas que la tech et c'est pas que l'intelligence artificielle. Dans l'idée de croissance, c'est d'aller chercher des entreprises dont on a une vision d'une croissance et du chiffre d'affaires, parce que c'est un élément important d'une revalorisation boursière, mais aussi des profits et des marges sur un horizon de 3 à 5 ans. Et là, on a vraiment cette visibilité sur ce secteur.
Anthony, je reviens vers vous sur la question des politiques monétaires. Une fois qu'on a commenté et observé effectivement ce qui s'était passé sur le front géopolitique, le marché prend acte d'une divergence à venir entre la Fed et la Réserve et la Banque centrale européenne. Il est temps de diverger, disent même clairement et explicitement certains banquiers centraux européens. Diverger de quelques mouvements, c'est une chose. Où est la limite éventuelle entre ce que peut faire la Banque centrale européenne en solo, en s'affranchissant de ce que prévoit ou prévoyait de faire la Réserve fédérale américaine? Ça, c'est le vrai sujet. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'histoire européenne se raconte assez bien. On a une activité qui est complètement atone. Donc, on voit bien qu'en juin, il y aura très probablement une première baisse de taux. Le gouverneur Villeroy de Galhau l'a encore esquissé à moitié mot, on va dire, ces derniers jours. Donc, l'histoire se raconte bien en Europe. Aux États-Unis, la Fed est quand même très embêtée, puisque le plus gros risque pour elle, c'est le risque de sa crédibilité. Elle ne souhaiterait surtout pas faire machine arrière, c'est-à-dire baisser trop tôt les taux d'intérêt pour ensuite devoir même les réajuster. Ça serait quand même une erreur assez importante, notamment, surtout que le mouvement inflationniste a été assez mal anticipé, donc il ne faudrait surtout pas faire l'erreur, j'allais dire symétrique ou opposée, au moment de la désinflation. Et je vois aux États-Unis un risque majeur, ce serait un peu le scénario du pire, mais qui ne me semble pas complètement écarté. C'est un scénario dans lequel l'activité résiste, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, et une productivité qui ralentit. Puisque si on a une désinflation aux États-Unis quand même depuis un an, c'est essentiellement parce qu'on a eu des gains de productivité massifs. Les coûts salariaux unitaires en 2023 ont quasiment pas augmenté, enfin entre le T1 et le T4, c'est quasiment plat. Ça, c'est la productivité qui a permis ça. Si la productivité ralentit, les coûts salariaux unitaires vont repartir à la hausse, et là, il y a danger. Ça, c'est un peu le scénario du pire. Normalement, l'activité devrait quand même ralentir un petit peu, même si elle restera très forte, comme on l'a dit. Probablement qu'on sera au-dessus des 2%, mais ça devrait quand même se tasser un petit peu, notamment si on a moins d'impulsion budgétaire. On le voit quand même, il y aura un déficit important cette année, mais il sera probablement bien moindre que ce qu'on a connu en 2023. Ça devrait quand même peser sur la croissance. En tout cas, le deuxième semestre devrait être quand même de moins bon en acabit que ce qu'on va connaître au premier semestre. Et donc, c'est pas encore complètement joué d'une certaine manière pour la Fed. Je m'explique. La Fed a encore la capacité de délivrer quelques baisses de taux, je ne sais plus combien, mais en tout cas de délivrer au moins une première baisse de taux au cours de cette année 2024. Complètement. Normalement, il y a au moins une baisse de taux attendue, 2 probablement. Mais encore une fois, ça dépendra vraiment des données qu'on va avoir sur les prochains mois. S'ils ne sont pas de bonne facture, ça va être une vraie question et on n'est pas sûr que la Fed baisse les taux à terme. C'est vraiment une possibilité aujourd'hui qu'on ne peut plus écarter. Qu'on écartait avant, aujourd'hui c'est plus le cas. C'est de nouveau sur la table, il est possible qu'on n'ait pas d'assouplissement monétaire aux États-Unis en 2024. Comment vous regardez ce renversement total de situation, partant de 6-7 baisses de taux qui est anticipée à peu près pour toutes les banques centrales d'ailleurs en début d'année. Il y avait quand même l'idée même que la Fed allait être le leader des baisses de taux, coupant dès le mois de mars, qu'ensuite la BCE, la Banque d'Angleterre pourrait suivre. Là, le schéma est complètement renversé dans tous les domaines, en termes de nombre de baisses de taux et en termes de qui va démarrer en premier, puisque c'est désormais la BCE qui est attendue pour prendre ses responsabilités en première le 6 juin prochain. Oui, alors, pour moi, le facteur majeur qui explique cela, c'est la croissance économique, ce qui avait été mentionné par François, la surprise en matière de croissance économique. Surprise qui est, comme toujours avec le recul, on peut toujours tout dire, mais qui est quand même pas une énorme surprise en tant que telle si on considère l'ampleur et la permanence de la stimulation fiscale. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est toujours le doute sur à partir de quand des taux élevés et un début de QE arrivent à faire grincer effectivement l'économie et la ralentir. Parce que le sujet est autant dans l'ampleur de la dette que dans le coût du service de la dette. Or, les opérateurs, les agents économiques, quels qu'ils soient, y compris les États, sont à courte vue. Quand les taux sont à zéro, ils sont à zéro et ça aide beaucoup les structures financières. Surtout que la remontée des taux a été très 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 bien flaguée, anticipée, communiquée par tous les banquiers centraux, avec tous les agents économiques
ont pu refinancer leur dette de façon très importante et donc augmenter un petit peu, augmenter sensiblement le poids de la dette peu chère. Et donc tout ça, ça fait que la croissance, la hausse du coût du service de la dette qu'on est en train de commencer à voir, se fait avec retard par rapport à la réalité de la hausse des taux, même de la hausse de la courbe des taux. Une énorme inertie. Court, moyen et long. Et donc c'est là un petit peu le sujet, et c'est pour ça que les banquiers centraux sont data dependent. C'est que je pense qu'il serait légitime d'imaginer et de penser raisonnable qu'ils n'hésiteront pas à baisser les taux assez vite, les taux courts assez vite, si on a un ralentissement. Ça, oui. Voilà. Comme on ne l'a pas, eh bien, est-ce qu'il est si déraisonnable que ça qu'ils gardent un petit peu de mou et qu'ils gardent de la poudre sèche et des capacités d'intervention pour quand cela sera le cas, et ça viendra nécessairement. Et voilà, donc ça pourrait peut-être venir après la dernière année électorale aux États-Unis. On sait toujours que les années électorales sont des années où, en règle générale, les robinets sont encore ouverts à fond en termes de stimulation diverses et variées. C'est le cas encore là, cette année, mais c'est pas anormal, hein, bien sûr. Voilà, donc est-ce que c'est le moment pour redonner du mou, énormément de mou en termes de politique monétaire? Voilà. Ah, énormément, non. Voilà, non. Voilà, la réponse est là. Mais oui. C'est ce petit fine-tuning. Et là, donc, il est probable que quelque part, la Fed a bien manœuvré, parce qu'ils ont donné le signal d'un pivot à venir. Il y a assez longtemps maintenant, hein, il y a quelques trimestres. 2 trimestres. Décembre, oui. 2 trimestres, Ouais. voilà. 2 petits trimestres, Ouais. d'accord. Et puis pour l'instant, le marché monte ou se maintient sur le narratif de la future baisse des taux. Oui. Le marché est tenu en haleine par cette idée qu'il y aura à un moment quelques baisses de taux, une recalibration du réglage de la politique monétaire. Et selon notre ABAC, les marchés deviennent de plus en plus chers quand même, hein, avec ces espoirs-là. Donc il est possible qu'on ait, comme souvent, une petite déception si et quand la baisse des taux viendra, peut-être, en termes d'effet sur les marchés, en se disant, voilà, c'est derrière nous, on sait que ça va venir. On sait que ça va venir de façon douce, et il est possible qu'il y ait un petit écho négatif à ce moment-là. Mais bon, disons que ça c'est un schéma, c'est notre schéma central. Mais bien sûr, il faut être à l'écoute de toutes les autres opportunités. François, c'est quoi la limite du high for longer? C'est-à-dire, on va maintenir les... on voit sur une séance comme celle-là, à la fois le marché regarde les ventes au détail comme étant positif, évidemment. C'est une évidence que la croissance nominale est toujours plus forte que ce qu'on imaginait aux États-Unis. Et en même temps, 4,65 sur le... oui, mais on voit que 4,65 sur le 10 ans américain, on voit tout de suite quand même la réduction du rythme de hausse des actifs risqués et des marchés actions sur ces considérations également. On est d'accord. Il n'empêche que le fondamental, pour le coup, c'est la santé et les profits des entreprises. Ouais. Et qu'à chaque fois qu'on s'est reconnecté sur ces fondamentaux, à chaque trimestre, à chaque publication, c'est là qu'on a inscrit les sommets sur les marchés. Et là, les résultats du T1, ils vont venir valider ce que le marché a anticipé, l'idée que la croissance nominale va être plus forte pour plus longtemps, notamment aux États-Unis. Ça va se retrouver là dans les résultats du premier trimestre ? Probablement. Ouais. Les chiffres macroéconomiques sont... On a vu les entreprises résister à des contextes tellement difficiles et maintenir des marges dans des conditions d'opération tellement difficiles, des pics d'inflation, des accros sur les chaînes d'approvisionnement, et vous avez malgré tout un exercice 2022 qui a été un exercice record en termes de marge. 2023, on pensait qu'il y aurait des surprofits qui s'annihileraient. Post cette phase un peu particulière. Et en vérité, c'est qu'on a continué à progresser en termes de profit en Europe, y compris. Et 2024, pour l'instant, le marché ne révise pas à la baisse, voire même légèrement à la hausse, les perspectives de profit pour 2024. Et donc, en Europe, par exemple, quand on parle de multiples de valorisation, ceux-ci ne sont pas particulièrement tendus par rapport à cette masse de profits et à la constitution de ces profits. Si vous regardez aux États-Unis, le marché est cher.
il a toujours été, par rapport au marché européen, il y a toujours eu cette prime, on va dire 2 points de PE à peu près. Là, c'est un peu plus. Est-ce que c'est justifié par la qualité des entreprises qui font les indices ? Pour l'instant, la réponse et les semble profits, être ouais, oui. c'est ça, ouais. Les grands gagnants, on les connaît. On a un marché qui arrive à se rééquilibrer sans perdre beaucoup de terrain. On parlait des 7 magnifiques, on voit bien les moins de 30% sur Tesla, on voit bien la correction sur Apple, oui. On voit bien... Du coup, on n'en parle plus. On voit ces arbitrages qui opèrent, mais qui n'empêchent pas la performance globale du marché dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une diffusion quand même ? C'est une diffusion de la performance, c'est un marché qui est assez raisonné. Et puis, on parlait des taux d'intérêt, mais imaginez-vous Apple et sa trésorerie qui se compte en centaines de milliards de dollars, qui place ça à 5,25% tous les ans. C'est quand même quelque chose qui aussi est confortable. Et quand vous avez les grands groupes américains qui ne sont pas du tout endettés, voire même qui sont même riches de trésorerie pléthorique, eh bien, vous avez une contribution au compte de résultats financiers qui est assez significative par les taux d'intérêt que vous avez là. Donc, on va pouvoir conjecturer, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que le message, c'est qu'on peut avoir une pause sur les marchés, elle est même déjà en place. Oui, ça fait une semaine, 10 jours. Le changement de régime, on le voit bien sur la volatilité, on voit qu'il y a un peu de fébrilité. En même temps, dans le calendrier, c'est assez normal. Et on n'est pas encore en mai, on est avant publication, et c'est assez normal d'avoir cette pause à cette période de l'année. Il n'empêche quel parcours sur les 6 derniers mois, c'est tout à fait extraordinaire. Et à chaque fois qu'on a des reculs, force est de constater qu'on a des investisseurs qui viennent en masse acheter sur le marché parce qu'ils n'ont simplement pas pris le train. Et cette logique-là, toute chose égale par ailleurs, il n'y a pas de raison qu'elle change avec les retours de volatilité qu'on peut observer depuis une semaine, 10 jours. Je pense que les statistiques montrent que c'est au-dessus de 23 ou 25 de volatilité qu'on a des changements de flux de la part des investisseurs sur les marchés. Pour l'instant, on en est encore loin. Vous parliez du chiffre de 17 points sur le VIX. Jusqu'à 20, c'est une vol normale pour les marchés actions. Voilà, on était à 14. Là, c'est vraiment très très faible. Mais 17, on est vraiment même en dessous de la moyenne historique. Donc, on est dans des marchés qui sont assez calmes, qui techniquement font des pauses, consolident. On voit du momentum se recréer. On voit la capacité à retrouver de l'élan. Aujourd'hui, si vous achetez du Tesla, si vous n'en aviez pas, vous avez une entreprise qui est peut-être un peu moins stratosphérique en termes de valorisation qu'elle n'a été. Même pas sûr. Oui, mais vous achetez effectivement c'est encore 62 PE, je crois, Tesla. Hein, oui, c'est encore 62 PE. Mais il n'empêche, si vous avez une thématique d'intelligence artificielle et de robotique, vous avez avec Tesla un des acteurs les plus avancés. Et c'est pas forcément complètement dans les cours non plus par rapport aux enjeux qu'on est en train d'envisager. Donc, moi, je ne suis pas en train de vendre Tesla, c'est pas mon propos. C'est juste le propos de dire que on va pas enterrer Apple parce qu'ils ont vendu 10 millions d'iPhone de moins au premier trimestre. On va pas enterrer Tesla parce que aujourd'hui, ils sont en train de licencier un petit peu et ils marquent le pas face à une concurrence qui a fourbi ses armes et qui a eu le temps de Il a dit, de toute façon, on est entre deux vagues. Bon, depuis qu'il a dit ça, effectivement, voilà, là, c'est la vague descendante. Voilà. Il y a des choses qui ont participé quand même un petit peu à la baisse. C'est le fait qu'il lui-même râle sur la faible participation qu'il avait dans Tesla et du coup, sa velléité à vouloir développer certains autres projets en dehors de Tesla plutôt que dans Tesla pour éviter de gagner moins d'argent que s'il était plus chez lui. Bon, ça a participé, je pense, aussi de la correction et de la défiance qu'il y a eu sur le titre Tesla depuis quelques semaines. Ouais. Sur l'idée du high for longer et de la limite de ce schéma, alors ce qu'on a décrit comme étant aussi good news is good news, hein, les bonnes nouvelles économiques sur la croissance et la croissance nominale sont des bonnes nouvelles pour les investisseurs. C'est un schéma qu'on observe depuis le début de l'année quasiment, Anthony, sur les marchés. Est-ce qu'il y a une limite ? Est-ce que la limite, c'est le niveau assez trivial des taux longs, par exemple, ou des taux réels qui remontent ? Et si c'est pas l'économie qui fait bouger la Fed, est-ce que ça peut venir d'ailleurs ? Gilles évoquait le niveau d'endettement, le service de la dette. Est-ce que c'est des considérations qui peuvent amener la Fed à bouger ou d'autres banques centrales ? Est-ce que ça peut être un accident de marché qui serve également de force de rappel ? Ce qui est sûr, c'est que jusqu'alors, on a quand même vu une activité extrêmement résiliente aux États-Unis et mécaniquement, si la Fed ne bouge pas, au bout d'un moment, ça va mordre très sérieusement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de martingale absolue. Il y a un stade où si elle ne bouge pas sur l'ensemble de l'année 2024, ça va ralentir et même les profits nominaux, en tout cas la croissance nominale elle-même va être condamnée à ralentir, surtout que le budget ne peut pas rester indéfiniment aussi expansionniste. Enfin, moins 8 on a 8% de déficit public sur PIB, c'est pas tenable dans la durée, même si on voit bien que les projections du CIB montrent que ça continuera, oui. Mais c'était la phrase clé de Powell
pour son pivot de décembre. Nous avons parfaitement conscience du risque que des taux élevés pour trop longtemps font peser sur l'économie. Tout à fait. Donc, je pense qu'au bout d'un moment, de toute façon, ça se résout soit parce que la Fed reste trop agressive trop longtemps et donc à la fin la croissance nominale ralentit, soit la Fed peut se permettre de baisser un peu les taux précisément parce qu'elle observe ces phénomènes de ralentissement. Faut quand même, on a mené quelques calculs nous pour se rendre compte de l'effet tech aux États-Unis pour mesurer notamment les gains de productivité dans le secteur par rapport à la tech européenne. Parce qu'il y a d'abord un effet taille, c'est-à-dire que le secteur de la tech américain est beaucoup plus gros que ce qu'on a en Europe, mais il y a aussi un écart de croissance de la productivité. Quand on prend le secteur donc, de l'information-communication, ça regroupe notamment les logiciels, etc. Donc c'est un bon proxy de la tech. Depuis fin 2019 en France, la croissance de la productivité, c'est plus 5%. Aux États-Unis, c'est plus 30%. Voilà. Là, l'histoire, elle s'explique quand même assez largement par des gains de productivité massifs. Sur l'ensemble même sur ce secteur qui doit être normalement à la pointe justement des gains de productivité. Donc, il y a un effet croissance et un effet taille. Quand vous gagnez sur les deux tableaux, mécaniquement, vous avez une économie qui est survoltée. Il faut avoir en tête quand même que la tendance de la productivité, elle est toujours 2 points au-dessus justement de sa tendance 2015-2019 en trajectoire. Donc on est toujours dans une espèce de surchauffe. Donc on a même encore un peu de rab pour revenir sur la tendance sans pour autant que l'économie américaine tombe en phase de ralentissement. J'entends, Donc, il reste de la place pour la Fed pour maintenir encore un petit peu ces taux à ce niveau-là, de manière ne serait-ce qu'à recalibrer l'économie. Pour l'instant, on est toujours dans une phase où on continue d'être surpris, ce qui est quand même... Et ça veut dire, est-ce que le lien entre macro et micro est aussi direct que ça ? On continue d'être surpris par la force de la croissance nominale américaine, et donc on peut s'attendre à des résultats d'entreprise au global qui resteront bons, avec des marges peut-être toujours proches des sommets. Ce qui est sûr, c'est que quand on regarde même le cash dans les entreprises, donc le patrimoine liquide, même déflaté, il reste lui aussi bien supérieur à sa tendance pré-Covid. On parlait du service de la dette. Pourquoi est-ce qu'effectivement ça n'a pas mordu sur l'activité des entreprises ? Parce que précisément, elles ont des revenus financiers où elles ont fait du cash management en le plaçant à des taux très élevés à court terme. Ça n'a pas mordu sur leur capacité. Liquidité disponible pour Apple, Amazon, Alphabet, Google, enfin les 5-6 premières, c'est 560, c'est quasiment 600 milliards. Et on n'a pas eu ça en Europe. Placé à 5%. Beaucoup moins en tout cas. Aujourd'hui, on est clairement repassé en Europe une fois qu'on le déflate sous la tendance pré-Covid. C'est pas le cas aux États-Unis, on est toujours au-dessus. Donc pour l'instant, on est toujours dans quelque chose de très vertueux qui s'auto-alimente venant de la trésorerie de ces entreprises. Il faut quand même pas, par contre, exclure le moment où ça pourra se dégrader un peu plus rapidement. C'est-à-dire qu'on continuellement surpris, mais il peut y avoir un moment où la machine se grippe non linéaire. Rapidement, c'est ça. C'est toujours le problème on s'attend toujours à des ralentissements progressifs. Il ne faut pas être trop ambitieux sur la trajectoire de ralentissement. Tous les scénarios sont encore un peu possibles. Et chaque mois, on regarde de plus en plus dans le détail les chiffres d'emploi, d'inflation, pour essayer de regarder les petits craquements ici et là. Non, mais il y a des petites poches de faiblesse. Mais c'est vrai qu'au global, l'image reste encore spectaculaire. Surtout quand le reste du monde ne va pas très bien. Oui. Et en plus, en miroir, effectivement, ça renvoie... La mondiale, elle est quand même pas très soutenue. C'est d'autant plus impressionnant. Bon, le dollar a été le grand gagnant de la semaine dernière. Le dollar, l'indice dollar a pris 1,5% sur l'ensemble de la semaine. Si on regarde du côté des marchés actions, donc l'idée que ça se diffuse, c'est ce que vous disiez, François, est-ce que ça se diffuse jusqu'au small cap ? Que disent les radars d'écoutille GPS de ce point de vue-là ? En effet, on a une nouveauté depuis plusieurs années. On commence à avoir nos ratings sur les small caps dépasser nos ratings généraux dans beaucoup de zones géographiques, et en particulier sur la France. Alors, la raison pour laquelle, historiquement, sur les quelques dernières années, nos ratings sur les small caps étaient beaucoup moins bons que sur le marché en général, c'était le fait que les perspectives de croissance étaient plus importantes sur les très très grosses entreprises qui pouvaient mettre en place des tas de choses que ne peuvent pas, qui ne sont pas je dirais dans la palette des possibles pour les petites capitalisations. Ça, c'était sur les dernières années, ça. Oui, mais point important, parce que le cas d'investissement structurel des small caps était de dire ce sont des boîtes qui ont plus de croissance que les large caps en général. Mais sur les dernières années, ça n'a pas été le... Alors c'est vrai qu'elles ont potentiellement un peu plus de croissance quand elles sont petites, sauf que on a vu en fait une inversion de ce principe ou de cette hypothèse quand on a vu, dans le domaine de la technologie au niveau mondial justement, c'est les plus grosses
arrivent à investir et à stimuler leur propre croissance et quelque part à faire disparaître les concurrents, ou en tout cas à asphyxier les concurrents. Ah ouais. Donc, en plus de ça, il y a quand même un autre élément qu'il faut apprécier, je pense, c'est la mondialisation de la gestion et la mondialisation de l'épargne. Les investisseurs voient leur intérêt à avoir une exposition mondiale aux actions, où qu'ils soient positionnés dans le monde, et les gestions les plus dynamiques capturent cette capacité à aller choisir les meilleures valeurs, pas seulement dans une région, dans un pays. Se déployer mondialement. Ouais. Mondialement, parce que c'est maintenant possible. On peut apprécier les entreprises au niveau global et mondial, même de façon assez fine, et sans forcément être présent ou avoir 500 analystes comme il y a 20 ans. Hein. Et donc ça, ce phénomène-là, en fait, a contribué également à mettre sur les radars des très belles entreprises mondiales qui ont été énormément achetées par les grands investisseurs institutionnels. Et là, on a l'impression que ce phénomène, alors je ne sais pas si ce phénomène est terminé, mais en tout cas, les small caps ont sous-performé de façon assez impressionnante. Elles ont recommencé à monter, mais elles ne surperforment pas clairement. Et là, il me semble que le dernier obstacle peut-être à une surperformance éventuelle future des small caps, ça va être l'arrêt de la hausse des taux longs. D'accord. Ouais. Les small caps sont souvent demandeuses de prêts, en règle générale, ont moins de free cash flow. Et donc sont peut-être plus sensibles que les très très grands groupes. On l'a vu sur la semaine dernière, sur la remontée des taux, c'est le Russell et c'est les indices small qui payent le plus lourd tribut. Voilà. Mais vous dites, il y a quand même devant nous, en tout cas, la possibilité pour ce segment-là de marché de rattraper, de recoller. Il y a un potentiel qui s'est reconstitué de performances relatives, mais il ne se matérialise pas encore. Ouais. Et le potentiel est là, à mon avis. Bon, François, sur cette question qui devient éternelle, là. Hein. Moi, j'étais revenu sur 2 ou 3 convictions de fin d'année que j'avais apportées sur ce plateau, qui étaient les small caps, qui étaient les foncières cotées, les deux dans une thématique de baisse des taux à venir en 2024. Et j'en ai une petite troisième que je vous donnerai peut-être à la fin. Sur les small caps, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire que difficulté d'accès au crédit, on passe par les banques. Quand on est une PME, on ne passe pas par le marché. Donc, quand ça se ferme plus fort que pour les autres. Souvent, vous êtes plus domestique, c'est-à-dire que vous êtes plus dépendant d'une zone économique qui est la zone euro, qui est plutôt en état de faiblesse par rapport aux États-Unis ou même par rapport à la croissance mondiale. Et puis, vous avez ces flux d'épargne qui ont totalement déserté cette classe d'actifs, peu liquides, très peu suivis par les analystes financiers, souvent quelques fonds, mais qui ont vu leurs encours de gestion active fléchir de manière considérable. Donc, ça n'intéressait plus personne. Fin d'année, novembre-décembre, c'est quelque chose d'assez saisonnier sur les small caps. On a souvent des rattrapages et de l'habillage de fin d'année parce que quand on va parler avec le banquier, on a besoin d'avoir un cours de bourse à peu près tenu pour négocier ces échéances et ces covenantes bancaires. Souvent, on a cet effet-là sur les small caps. Est-ce que ça perdure depuis le début de l'année ? Pas vraiment. Nous, on arrive à faire de l'alpha dessus, mais c'est vraiment par la qualité, la croissance et le stock picking qu'on y parvient. Ouais. Pas par un afflux... C'est pas la marée qui monte, non, quoi. C'est pas encore la marée qui monte. Ça l'était un peu en fin d'année, ce n'est pas le cas depuis le début de l'année, et donc le potentiel est tout à fait intact pour la poursuite de ce mouvement, et on peut imaginer toujours des performances à 2 chiffres, voire même 2 fois 2 chiffres, c'est-à-dire à plutôt 20% sur les small caps, parce que il y a vraiment 25% à récupérer. Sur le potentiel, je pense qu'il n'y a pas de débat. La question, c'est maintenant, c'est un peu la deuxième thématique qui était la même en fait sur le même facteur de risque et de succès sur les taux, c'est les foncières cotées. On a eu un rattrapage incroyable de fin d'année. Et on a une consolidation qui s'opère depuis maintenant 2 mois, 2 mois et demi sur ce segment-là. Mais attendez, on a fait plus 50% en 2 mois, on consolide de 7-8 et j'ai pas d'inquiétude sur la suite. C'est-à-dire que la décote qui s'est créée est tellement importante
on a vu que l'opérationnel était stabilisé, on a vu que les capacités de refinancement étaient de nouveau présentes pour ce segment-là, parce que c'était une des craintes, la capacité des foncières à retrouver de la liquidité sur les biens, du financement auprès des investisseurs. On a vu des Unibail accéder au crédit à de très bonnes conditions. On a vu des publications de Vonovia ou de Legg en Allemagne, qui sont les gros poids de l'indice, elles aussi plutôt rassurées. Donc, plutôt confiant sur cette thématique-là. Et le troisième ? Le troisième joker, c'est quelque chose qu'on a rentré en février. On a fait un peu de Chine, figurez-vous. Parfait, parce qu'on va terminer sur la Chine. Donc, pour l'instant, c'est pas un pari qui délivre beaucoup de performances, mais il n'empêche qu'il en délivre. En tout cas, on n'a pas revu les points bas qui ont été marqués sur la Chine, et ça, c'est plutôt rassurant pour la suite. Je crois que le marché n'attend pas des choses miraculeuses pour revaloriser la Chine, vu les niveaux de valorisation, puisque là, on est très très loin de ce qu'on connaît par ailleurs, et le désamour des investisseurs, il est total. Est-ce que, Anthony, pour conclure avec vous sur cette question, est-ce que, au moins d'un point de vue conjoncturel, et on aura, je le dis, j'allais dire la première estimation, non, il n'y en a qu'une, le PIB chinois pour le premier trimestre qui sera publié cette nuit, est-ce que la Chine peut afficher une croissance supérieure à ce que tout le monde attend aujourd'hui ? À titre personnel, je pense que la croissance sera un peu au-dessus du consensus. Elle sera meilleure qu'attendue pour le premier trimestre. On a vu quand même des signaux un peu meilleurs sur la consommation, notamment lors du Nouvel An. Ça a eu tendance à se poursuivre, donc ça se raffermit un petit peu. C'est pas non plus la grande extase sur la consommation. Juste un chiffre assez impressionnant. On se rend compte que depuis 2019, 3/4 de la croissance de la production industrielle en Chine a été exportée et seulement 1/4 a alimenté la croissance domestique. Donc ça montre bien un peu à quel point ils ont besoin du marché extérieur et de l'export pour continuer de croître. Et les profits industriels, il ne faut pas oublier qu'ils ont été en repli en 2022-2023. C'est juste normal d'avoir des bourses qui s'effondrent quand vos industriels ne font pas de profit et que la rentabilité est très faible. C'est un gros sujet de rentabilité. Stratégie volume versus stratégie marge. Et ça affaiblit beaucoup les banques. Donc il faut être très vigilant sur les banques chinoises. Olaf Scholz, déjà la dernière fois, vous étiez assez méfiant sur effectivement les banques chinoises. Olaf Scholz qui est en visite solo à nouveau en Chine pour 3-4 jours là. Quels sont les termes de l'échange entre le chancelier allemand et son premier partenaire commercial ? Et l'Allemagne s'est basée sur une stratégie à double face, si je puis dire. C'est des exportations d'une part allemande vers la Chine qui ont été massives, qui ont dopé le modèle mercantiliste allemand, et également des entreprises très puissantes allemandes qui sont implantées en Chine pour développer leur production. Le premier n'est plus du tout au rendez-vous. On regarde les exportations chinoises depuis fin 2019. En volume, c'est moins 15% vers la Chine. Donc on voit les exportations allemandes vers la Chine. Hein. C'est ça, moins 15%. Exactement. Notamment parce que la Chine devient de plus en plus indépendante avec des surcapacités massives. Et il reste encore les gros industriels puissants. On pense à Volkswagen, mais c'est vrai aussi dans la chimie avec BASF. On voit qu'il faut encore défendre les intérêts de ces entreprises allemandes sur le sol chinois. Et c'est pour ça que Scholz est sur une position beaucoup plus douce et en tout cas conciliante avec la Chine que ne peut l'être le reste des pays européens, parce que les intérêts sont... C'est tout l'enjeu de savoir si on parle d'une même voix, s'il y a des dissonances entre Volkswagen, la Commission et... 40% de ses ventes en Chine. C'est juste colossal. Vital même de ce point de vue-là. Et prochaine étape, c'est Xi Jinping qui sera en France début mai. Merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Anthony Morlet, Lavidali, Rexecode, Gilles Bazissier, Equity GPS et François Cholet, Montségur Finance. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'emploi. L'emploi comme critère et comme facteur d'investissement pour élaborer des stratégies d'investissement sur les marchés boursiers. En l'occurrence, nous en parlons avec les équipes de Talence Gestion et Julien Fauvel qui est à mes côtés, gérant et associé chez Talence Gestion. Bonsoir Julien. Bonsoir, merci beaucoup d'être là. L'actualité qui vous a mis ici, c'est le lancement d'une nouvelle stratégie, un fonds labellisé ESR, article 9, qui s'appelle Empreinte Emploi France, dédié donc aux entreprises françaises qui créent de l'emploi. Je le dis de manière un peu simple peut-être, Julien, mais l'idée c'est de nous expliquer comment vous avez travaillé sur ce facteur ou ce critère emploi depuis des années, parce que là il y a le lancement de la nouvelle stratégie, mais c'est un thème sur lequel chez Talence vous travaillez depuis longtemps, depuis 2019 même je crois, Julien. Qu'est-ce que vous ont appris ces années effectivement de travail autour du facteur emploi et de ce critère emploi? Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau également peut-être derrière le facteur emploi quand on lance une stratégie d'investissement? Exactement, depuis le 2019, on peut même remonter 4 ans avant, puisque c'est important de comprendre quand même chez nous, notre démarche dans l'ISR, c'est la recherche d'innovation. Donc on a été le premier fonds labellisé ISR sur les petites et moyennes capes en 2017, là où la RSE manquait un petit peu sur
sur cette classe d'actifs. Le facteur S de l'ESG était un peu manquant, donc d'où notre aussi intervention. Cette approche, si je puis dire, en 2019, qui a été accélérée par les problématiques du Covid, où on nous annonçait beaucoup de suppression d'emplois. Donc on a bâti un référentiel avec une agence qui s'appelle Impact. Et donc, voilà, on est assez fiers de ces maintenant presque 6 années de données, ces 130 indicateurs. Pour comprendre en quelques mots cette logique, notre idée était de capter la création d'emplois organiques en France, donc là de mettre des critères assez quantitatifs, je dirais. Donc la moitié de ces indicateurs proviennent sur la création d'emplois. Ouais. Donc on est en mesure de savoir qui a vraiment joué le jeu de la création d'emplois, je le répète, organique, vraiment retraiter des acquisitions, bien sûr. Sur des verticales même assez fines, comme les jeunes, les seniors ou les personnes en situation de handicap. Et l'autre moitié, on va peut-être y revenir sur des aspects plus qualitatifs, donc les politiques sociales. Justement, si c'est la question, comment on va au-delà du filtre quantitatif, une fois qu'on a fait cet exercice et ce travail que vous faites depuis des années, c'est quoi l'approche qualitative quand il s'agit d'évaluer justement ce critère et ce facteur emploi, Julien ? Et déjà, c'est important de comprendre que la donnée, elle est clé. Donc sur le périmètre, on va dire France, des effectifs, ça c'était assez mature. On est arrivé, il y avait à peu près 80% de données, on est encore au-dessus. Sur les politiques sociales et la qualité de l'emploi, là on se confronte, je dirais, à un manque de données assez criant. On peut citer les entreprises qui ne publient pas forcément leur niveau d'emploi sur les jeunes. C'est moins d'une entreprise sur deux pour prendre le SBF de 150. Ah oui, donc c'est pas juste une question de taille d'entreprise. Non. Ça inclut des entreprises qui ont largement les moyens d'aller récolter et diffuser ces données, par exemple. Exactement. Que ça soit également sur les seniors. On a déterminé des critères qui sont poussés par les réglementations, qui sont améliorés ces dernières années. On peut citer les critères de parité, par exemple, ou de personnes en situation de handicap. Mais vraiment, les critères importants que nous suivons et qui permettent aussi de bien comprendre une entreprise, ça peut être le turnover, ça peut être les enjeux de formation et quelque chose qui nous tient à cœur, nous, dans notre société, de gestion, c'est le partage de la valeur. Ouais. Donc avec un certain nombre de critères, que ce soit sur les rémunérations, sur l'actionnariat salarié, par exemple. On entend pas mal parler sur ces sujets. Et donc là, pour vous donner un chiffre, on est assez satisfait quand même de voir qu'on a eu une amélioration de ces taux de dispo de à peu près 20 à 30%. Et voilà, ça reste encore, sur certains critères, encore à développer. Comment vous prenez en considération les effets qui vont au-delà de la création d'emplois organiques, comme vous dites, Julien, et est-ce que ça fait partie aussi de la stratégie et du fonds Empreinte Emploi France ? Dans le libellé du fonds, il y a le terme empreinte. Il y a l'idée que derrière mes créations d'emplois organiques, je vais aussi quand même avoir un impact au-delà. Exactement. Donc là, si on se situe un peu dans mon schéma, tous les 4 ans, on innove. Donc là, on arrive depuis un mois avec cette nouvelle brique. Et donc, c'est un travail de maintenant plus de 2 ans avec nos partenaires Etifinance et Vertigolab, un cabinet bordelais, qui nous ont aidés à aller plus loin dans cette recherche d'évaluation de l'impact via les retombées socio-économiques. Donc si on prend toujours ce critère emploi, là l'idée n'est pas seulement d'évaluer la contribution de l'entreprise sur un périmètre direct, concrètement, organiquement, mais également d'aller effectuer des mesures pour voir la contribution de l'entreprise au niveau de ses fournisseurs et toute sa chaîne de production en amont. Et donc là, on se base sur des critères assez très objectifs même, bien connus dans la théorie économique, le tableau entrée-sortie. Donc là, c'est des flux que nos partenaires vont analyser pour nous permettre donc d'avoir des données concrètement, des retombées. Même dans notre jargon, on peut appeler ça des multiplicateurs. Oui, bien sûr. Voilà, pour aller bien mesurer l'impact d'une entreprise et toujours encore sur le territoire français, puisque vous avez le nom France également dans le fond. Oui, bien sûr, c'est le périmètre. Et ces données-là, elles sont facilement accessibles, c'est de la donnée pertinente pour vous. Enfin, on trouve facilement de la donnée intéressante
intéressante à travailler de ce point de vue-là? Alors c'est de la donnée donc, qui est qualifiée, qui doit être maîtrisée par des experts. Hein. Les profils de ces personnes qui travaillent sont plutôt des statisticiens ou des économistes. Sur une donnée publique, donc la réponse elle plutôt oui. Hein. On se base sur des données INPI, Eurostat ou des grands organismes de ce type. Ensuite, on a quand même quelques briques innovantes pour aller être en mesure d'avoir une granularité très fine sur les secteurs. Hein. Pour ordre d'idée, l'INSEE nous donne 34 secteurs. Ouais, bien sûr. Le monde boursier en connaît 11 avec les JSS. On est en mesure, nous, d'aller capter 600 secteurs. D'accord. Et donc sous-secteurs, ce qui nous permet d'être très fort d'analyse, bien sûr. Dans l'analyse. Très, très forte. Est-ce que c'est un thème, et le fonds Empreinte Emploi France, est-ce qu'il est directement corrélé à ce qu'on appelle aujourd'hui la souveraineté ou la relocalisation ou la réindustrialisation, enfin voilà, toute cette terminologie, alors très politique, mais est-ce qu'elle est concrète aussi dans cette stratégie d'investissement? Est-ce que pour vous, il y a une vraie tendance de fond qui se retrouve aussi dans ce fonds et dans cette stratégie? Totalement. Ouais. Je crois qu'on peut presque utiliser le terme patriote sur un fonds comme ça, en quelque sorte. Nous, on a vraiment 6 secteurs clés à enjeu qu'on appelle à fort enjeu stratégique dans le fonds. Principalement 3. Les savoir-faire artisanaux. Donc là, on retrouve une poche luxe qui contribue à plein, et principalement la société Hermès, par exemple, hein, qui vient de communiquer sur une 24e ouverture de site en France. En France. Donc ça, concrètement, on le voit dans les chiffres, hein, on voit des contributions plus fortes. Un deuxième secteur qui a aussi un fort enjeu en matière de souveraineté, c'est la technologie, que ça soit en matière humain. Donc là, on a bien vu toutes ces ISN, hein, les entreprises du service numérique, aller capter beaucoup de talents sur le territoire, mais également des acteurs qui investissent de plus en plus dans le cloud. Et troisièmement, et ça c'est la première poche du fonds, je dirais, qui compte 43 positions, c'est l'industrie. Donc là, pour reboucler avec tous ces enjeux qu'on entend sur le fait qu'on a perdu beaucoup de points sur le manufacturier et que pour aller chercher quelques emplois et puis dynamiser notre croissance, il va falloir que ça repasse par une réindustrialisation. Quel type d'industrie vous intéresse particulièrement, ou quelles sont les sociétés emblématiques dans ce segment industriel qui est au sein du fonds aujourd'hui qui vous intéresse particulièrement, Julien? Là, on peut peut-être distinguer 2 catégories, des grandes entreprises qui maintiennent et qui ont maintenu, quand on analyse depuis une dizaine d'années, qui n'ont pas fait le choix de forcément aller délocaliser. On peut citer des acteurs comme Legrand, par exemple, bien pondéré dans le fond, ou deuxième catégorie, une poche plutôt en hyper-croissance, qui au passage n'a pas forcément la cote depuis 2 ans quand même en bourse, hein. On pense au thème transition énergétique. Notamment donc des petits acteurs, ce qu'on appelle chez nous des jeunes pousses, mais qui jouent le jeu, qui créent de l'emploi. Là, il y a une divergence entre les cours boursiers depuis 2 ans et le nombre de créations d'emplois dans ce secteur et de la part de ces entreprises. Sur ce segment vraiment petite capitalisation, effectivement, on peut totalement le dire que ce critère-là n'est pas valorisé. Oui, je comprends. Bon, et donc article 9, évidemment, parce que dans la réglementation SFDR, article 9, c'est là où on estime avoir le plus d'impact, c'est ça, Julien, pour rappeler le sens de ces articles? C'est ça, voilà. Donc on est très peu, je dirais, sur les actions françaises. Hein. On compte moins de 5 fonds purs SFDR 9. Hein, en France? Ah oui, sur le périmètre des actions fonds actions françaises, d'accord. Uniquement. Après, une poignée qui sont article 9, dont le vôtre. Exactement. Et donc voilà, comme on l'a dit, avec cet appui sur le social et toute cette richesse de cette brique innovante qui nous permet d'aller, je dirais, prendre du recul sur le G, la gouvernance. Au passage, on rencontre beaucoup d'entreprises chaque année, donc ça nous permet aussi de le valider. Et puis sur les critères environnementaux, puisque donc on a parlé pas mal d'emplois, mais on traque évidemment et on offre à nos investisseurs des critères sur la contribution au PIB. Sur les retombées fiscales également. Tout ça en plus de la performance qui peut être délivrée par la financière et boursière qui peut être délivrée par la stratégie. Exactement, qui est quand même parmi nos 2 objectifs marqués dans notre prospectus, qui est de surperformer nos indices de référence. Ça reste aussi un objectif quand même, à côté des autres.
Merci beaucoup Julien, merci d'avoir été avec nous pour nous parler de ce thème de l'emploi, effectivement, et qui a donné lieu, alors avec un travail de plusieurs années sur ce critère emploi chez Talence Gestion, qui donne lieu au lancement de cette nouvelle stratégie Empreinte Emploi France. Julien Fauvel, gérant et associé chez Talence Gestion, était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.